nous arrivons à cette table ronde, parole de jeunes initiés, en l'occurrence les jeunes initiés, c'est vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement dans un premier temps? C'est bon, je suis connecté impeccable. Donc moi c'est Guillaume, ça fait 6 ans que donc, je suis initié. Et voilà, je suis papa de 3 enfants, tout ce qui est un peu normal. Je sais pas quoi dire de plus. Alors vous venez d'où? Alors moi je viens de Marseille, je suis marseillais un peu de la bande. Voilà, personne n'est parfait, mais enfin ça va quoi. Hein. C'est un bon début. Donc c'est un bon début. Bonsoir, donc je m'appelle Cédric, alors moi je viens pas de Marseille mais de Lille. J'ai 36 ans, ça fait maintenant bientôt 7 ans que j'ai été initié. Et dans la vie profane, je suis comédien, ça fait maintenant 15 ans. J'ai une formation théâtrale à la base, mais je fais essentiellement de la télévision, du cinéma. Voilà, je suis notamment Jérôme dans la saison 2 et 4 de HPI, la série de TF1, ou encore l'adjudant Loïc Planchon dans la série de France Télévisions, Capitaine Marlowe. Voilà, je fais aussi du documentaire radiophonique et voilà. Donc un horizon de toute la France. Tout à fait. Bonsoir. Alors moi j'ai été initié il y a 2 ans et je suis en train de monter une galerie d'art. Voilà, à Paris. Et que dire de plus? Passionné de musique. On l'avait compris. Voilà, j'apprends le piano depuis 4 ans. Et très heureux d'être là ce soir, très heureux d'être avec vous, très heureux d'avoir été initié il y a 2 ans et qu'on puisse en parler tous ensemble. Donc moi, Danil, j'ai 31 ans. J'ai été initié il y a environ 6-7 ans à la Grande Loge de France. Donc je suis plutôt de formation ingénieur et je travaille dans la conformité et le contrôle interne bancaire. Et l'une de mes passions, c'est aussi la musique. C'est donc un grand plaisir de pouvoir être avec vous en cette soirée, afin de pouvoir partager avec vous à la fois nos témoignages, mais aussi un peu de moments musicaux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir sur Zoom pour commencer à poser vos questions aux jeunes initiés autour de cette table ronde, et puis il y aura une partie interactive tout à l'heure. Alors, Danil, comment on a un jour le déclic de se dire je veux être franc-maçon? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est une rencontre? Alors, un peu, c'est comme quand on disait tout à l'heure, notre frère Pascal, c'est que en fait, ça vient d'un manque. J'étais en classe préparatoire pour préparer mes concours d'ingénieur. Et en fait, je suis tombé très malade. J'ai développé une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn, qui est justement une maladie psychosomatique qui s'est développée à travers à la fois un état de fatigue intense, avec aussi finalement un manque. C'est qu'en fait, je me connaissais pas suffisamment moi-même. Je connaissais pas mes limites. Et j'ai pris conscience que je manquais à la fois d'une méthode et d'un référentiel. Et finalement, moi j'en ai parlé beaucoup avec mon père, où je disais que finalement, je pensais ne pas être suffisamment armé dans la vie pour finalement mieux me connaître et pouvoir aborder plus sereinement les étapes de la vie, les épreuves. Et je dis à mon père, voilà, ce que j'ai appris dans les sciences, moi, ça me sert pas suffisamment. Ce que j'ai appris à travers la religion, ça m'aide pas non plus. Finalement, j'ai pas beaucoup de choses à disposition pour pouvoir bien me construire. Et mon père m'a dit, tiens, je connais des potes à moi qui sont francs-mac, et je pense qu'ils sont un peu comme toi, ils sont un peu paumés, et ils sont un peu dans cette démarche de se dire, ils ont pas les outils qu'il faut, on n'a pas la vérité, et par contre, ils réfléchissent. Et donc, il m'a fait rencontrer justement un de ses amis. Et ça a été un peu le déclic avec ce qu'il proposait en termes de référentiel, donc la Grande Loge de France, et en termes de méthode avec le rite écossais ancien accepté, qui a aussi un grand avantage, c'est qu'il est universel et il s'adresse à tout le monde. Alors, pourquoi la Grande Loge de France plus particulièrement? Pourquoi la Grande Loge de France? Parce que en fait, il y a plusieurs, je pense, mouvements maçonniques qui existent, avec le Grand Orient notamment et d'autres. Mais moi, je pense qu'avant de vouloir travailler sur les sujets plutôt de société, donc comme au Grand Orient, il vaut mieux d'abord se connaître soi-même. Et la démarche de la Grande Loge de France, c'est avant tout de se connaître soi-même pour ensuite interagir et aider le monde qui nous entoure, mais de manière assez personnelle. J'avais pas pour vocation à vouloir traiter des sujets sociétaux notamment. Donc c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, exactement. Et donc après, vous avez fait votre demande? Exactement, donc la demande, avec bien sûr les lettres de motivation. Et on a rencontré des personnes justement avant de pouvoir passer donc, dans la loge, avec justement tout le processus pour pouvoir y rentrer. Et ça a été en effet à chaque fois des étapes de la vie en fait, pour ensuite arriver jusqu'à l'initiation. Très bien. Alors Guillaume, à Marseille, comment ça s'est passé?
À Marseille, ça se passe toujours très très bien. Après, moi, c'est un peu moins. J'ai été plongé dans la lecture de, je sais pas si vous connaissez Eric Giacometti et Jacques Ravel. Un petit peu. Voilà. Sur les enquêtes du Commissaire Marcas. Du commissaire Marcas, exactement. Et en réalité, c'est ce qui a un peu déclenché. Je vous le cache pas. Donc c'est un D'accord. peu trivial, mais c'est comme ça. Et je trouve qu'ils ont une bonne façon de retransmettre un peu ce qu'on fait. Alors bon, voilà, à leur façon, mais c'était sympa et c'est ce qui m'a un peu motivé à venir dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on a cette problématique-là de nos sociétés où tout va très très vite, où il faut réagir plutôt qu'agir. Et ben, on aime bien, nous, en tout cas, je parle dans la loge, la petite loge aubagnaise, parce qu'en réalité, je suis dans une petite loge aubagnaise très sympathique. On a ça de se dire, ben, on réagit pas à l'actualité. On est plutôt dans la réflexion, on est plutôt dans l'action et pas seulement dans le temps très court de la réaction par les... Et ça, vous l'avez identifié dès la lecture des Marcas ou comment c'est venu, ou il y a eu des discussions après Ouais, évidemment, il y a eu des discussions avec des frères donc qui étaient eux déjà dedans, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu. Après nous, c'est ce qui nous définit un peu, hein, et c'est ce que moi je viens chercher. Hein. C'est cette espèce d'apaisement. Je rentre en loge, je sors, et ben je suis apaisé parce que j'ai pas eu la radio, la télé qui me disait tiens, il y a eu 250 morts par-ci, 350 morts par-là. Au final, ça me prend quand même clairement la tête. Et donc voilà, c'est vraiment ce que moi, en tout cas, je viens chercher, cette espèce de plaisir un peu dans la sérénité. Et voilà, c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille. Sorte de changement de temps et d'espace en fait. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est très, j'allais dire, c'est très égoïste. Hein. C'est un temps que je m'accorde. J'ai 3 enfants. Donc vous imaginez, ma femme vient de me dire que la plus petite avait inventé le 10e cercle de l'enfer, hein, que Dante connaissait pas ce soir, donc elle est toute seule. Mais c'est vrai qu'on sort un petit peu de ce temps des enfants, de ce temps du travail, de ce temps de l'actualité qui est assommante. Et moi, ça me repose l'esprit. Et vous continuez à lire les Raven Giacometti? Absolument, j'ai le dernier, je sais même pas si c'est le dernier, mais j'ai celui qui est intitulé Marcas dans ma valise. Cédric, comment on vient de comédien à la Grande Loge de France? Alors, comédien, c'était peut-être, en tout cas pour mon premier cours de théâtre, ça a été un peu une révélation et peut-être un peu les prémices de quelque chose. Pendant un an, j'étais aussi dans le silence parce que la première année, on n'avait pas le droit au texte. L'importance du corps, l'importance de ses failles, l'importance de plonger en soi, la découverte aussi d'un espace quelque part, un petit peu sacré aussi, le texte, qui est aussi sacré, les mots, et puis la rencontre, la découverte de l'autre avec les partenaires de jeu. Donc voilà, je pense que le théâtre, c'était un petit peu les prémices. Et puis, j'avais ma marraine de baptême dans la vie profane qui s'est un jour dévoilée à moi. On avait des échanges assez riches, philosophiques, parfois un petit peu spirituels. Et puis, donc, elle s'est révélée à moi. Et puis, le cheminement a pris aussi du temps. Enfin, il a fallu que je réfléchisse. Donc c'est une quête de sens également. Complètement. D'accord. Complètement, quête de sens. Et peut-être aussi, et pour elle et pour moi, nous sommes. Je suis fils unique, elle est fille unique, et je pense que là, j'ai découvert aussi le sens de la fraternité, hein, très clairement. Et cette recherche, elle a mis du temps entre le moment où vous avez eu les échanges avec elle et où vous êtes entré à la Grande Loge de France? Alors, quelques mois, on en a reparlé régulièrement, et puis par la suite, j'ai rencontré mon parrain, et puis j'ai candidaté. Et alors, pourquoi la Grande Loge de France? Alors, je pense peut-être grâce à elle, puisqu'elle percevait que c'était certainement là où il fallait que j'aille, que le chemin devait peut-être me conduire, et je pense qu'elle ne s'est pas trompée. Adrien. Yes. Moi, ça a été un peu... J'ai toujours eu envie, dans ma vie profane, je recherchais comment changer ce monde, comment apporter plus d'amour, comment apporter plus de liberté, comment rassembler les gens, comment rassembler des cultures différentes. Et sur ce chemin, à côté de ça, j'avais un besoin spirituel aussi. Je lisais, j'ai lu la Bible, le Coran, Dante,
qui est un dieu parmi les hommes, mais voilà, qui a ce pouvoir d'éveiller en chacun cette chose sacrée. Et à l'université, j'ai été confronté à on m'a dit oui, il y a une conférence publique à l'université de Paris, la Grande Loge de France, va voir. Je prends ce chemin, je vais m'asseoir, je me mets tout au fond, bien loin, et là on parle de Kipling, on parle de Mozart, on parle d'amour, on parle de connaissance de soi, on parle de découverte de soi et de l'autre. Et dans la quête spirituelle et dans le monde dans lequel on vit, il y a une forme de solitude qui est très dure, qui peut être belle, mais j'ai ressenti ce besoin de partager ce chemin avec d'autres personnes. Et donc j'ai été sur le site internet de la Grande Loge de France. D'accord. Voilà, j'ai tapé, j'ai raconté ma petite histoire et j'ai été... Et j'en suis là, voilà. Et vous êtes tous les quatre initiés aujourd'hui. Alors Pascal Lardelier nous a expliqué tout à l'heure les différentes étapes. Une est de garder le silence pendant un certain temps, qui peut durer une année ou plus. Comment vous l'avez vécu ça? Parce que c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe dans la société. Pour moi, ça a été un moment assez simple et c'était... Enfin, simple, c'est dur à dire, mais ça permet d'apprendre à écouter l'autre. Et j'ai tellement trouvé le silence maçonnique peut-être trop léger que j'ai été faire de la méditation silencieuse pendant 10 jours où j'ai été condamné au silence pendant 10 jours pleins pour rentrer en moi-même d'une autre manière. Et ce silence, c'est quelque chose de magnifique. On vit dans un monde égocentré, on vit dans un monde où l'écoute de l'autre, c'est pas quelque chose de naturel, qu'il devient de moins en moins. Et on apprend ça. On apprend ce moment où on existe, mais on tend l'oreille, et on laisse. Ça n'a pas été une épreuve. Ouais, non. Daniel? Je rejoins un peu Adrien, c'est qu'en effet, c'est pas forcément une épreuve. Et bon, en plus, on est musicien, donc c'est vrai que, en fait, on a l'habitude parfois avec le silence, parce que justement, pour que la musique puisse bien vivre, il faut des moments de pause. Et je pense qu'en maçonnerie, ce moment de pause est nécessaire, surtout qu'il vient juste après l'initiation, et qui permet justement d'avoir une phase de silence, une phase d'introspection importante, et qui permet justement de prendre du recul, parce que finalement, si on ne prend pas le temps d'écouter les autres, ce qui est le cas dans la vie profane, bah en fait, on n'a pas le temps de travailler sur soi-même. Donc finalement, ce silence, il est salvateur, et il permet justement de mieux comprendre aussi l'épreuve de l'initiation, et de la mettre au regard de ce qui nous arrive juste après. Cédric, vous qui passez votre temps à parler. Alors si vous pouvez tous parler un petit peu plus fort, parce qu'on me signale qu'on n'entend pas très bien dans le fond, donc n'hésitez pas à hausser un peu la voix. Ok. Alors moi je dirais vraiment quelle chance. Enfin ça a été vraiment un cadeau, le silence. Et puis je vais pas peut-être répéter, mais dire après que au moment de prendre la parole ou peut-être de la demander, eh bien ça prend une toute autre dimension et un autre sens. Voilà. Et moi j'ai d'ailleurs eu la grande joie de faire un travail sur le silence qui était mon travail de passage au grade de compagnon et ça a été ça a été une période marquante. Guillaume? Non, c'est pas vrai, c'est infernal de se taire comme ça, mais en réalité c'est horrible. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que ce qui est pas mal quand on est apprenti, c'est que on voit un petit peu le ballet, un petit peu. J'ai l'impression d'assister à un ballet, à un opéra, voir une scène, par exemple. Et c'est vrai que on est là, on est à l'arrière, on est posé, ça se passe. Ils n'ont pas besoin de nous, clairement, et surtout qu'on reste silencieux. Et du coup, c'est encore une fois ce que je disais, cet apaisement que j'ai vachement ressenti, parce qu'après, quand on monte un petit peu, on va devoir intervenir plus, ça va être un peu plus compliqué, ou alors on va avoir des offices, et à ce moment-là, il faut être plus actif. Mais c'est vrai que le côté apaisant, vraiment de l'apprenti, est sympa. Alors vous êtes tous initiés depuis quelques temps, voire quelques années. Qu'est-ce que vous y avez trouvé et est-ce que vous pensez que ça a changé quelque chose en vous? Adrien?
Ça change rien en nous, mais tout ce qu'on a en nous, on va le rencontrer. C'est-à-dire que dans la vie profane, on est souvent, on a plein de volontés, on a plein de doutes, on a plein de choses qu'on explore en nous, dont parfois on les approche, parfois on les fuit, et l'initiation, ça a changé ça m'a permis de porter un regard sur moi-même qui soit juste et vrai et d'arrêter de fuir. Donc de me regarder et de progresser. Daniel. Je suis aussi un peu d'accord avec Adrien. Après, c'est vrai que en fait, ça change aussi pas mal de choses parce que pourquoi être initié à 23, 24 ans et pourquoi le pas faire quand on a 50 ans? Une des premières remarques, c'est de se dire qu'il faut s'accompagner dans la vie et que finalement, d'être initié suffisamment jeune, finalement, notre pierre, elle est ultra brute. Donc en fait, on n'a pas encore eu le temps de la tailler bien, pas bien, et de devoir se réapproprier finalement une taille précise de la pierre. Finalement, en fait, on est accompagné dans les épreuves de la vie, que ce soit des épreuves profanes ou même des épreuves un peu spirituelles, de changement d'état d'esprit que l'on vit au fur et à mesure des années. Et ça, c'est vachement positif parce que quand on a des épreuves de la vie, que ce soit familial, que ce soit au travail ou autre, finalement, les outils de la maçonnerie nous apprennent à mieux nous connaître et finalement de mieux appréhender toutes les choses qui nous arrivent dans la vie profane. Et ça, c'est quand même une sacrée chance parce que finalement, lorsque je regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, tous les outils de la maçonnerie m'aident. Et ensuite, je suis accompagné par les frères qui me donnent des conseils de vie. Et ça, c'est vachement positif. Donc ça se traduit aussi à l'extérieur. Exactement. Dans la vie de tous les jours. C'est ça, c'est en fait la continuité du travail de la loge qui se poursuit finalement dans le monde profane. Cédric? Je rejoins complètement ce qui a été dit et il y a un mot qui me vient, c'est la sérénité. C'est vraiment gagner en sérénité avec cette appétence pour le travail, pour l'exigence, pour une forme d'exemplarité, aussi d'humilité, et puis bien sûr cette fraternité, cet amour qui est central, et puis bien sûr ce défi peut-être à terme de la transmission et de l'extérieur du temple, qui est un vrai défi et qui est peut-être un défi encore plus important quand on est très très jeune. Guillaume? Ouais, elle est compliquée cette question. Ah. Non mais c'est vrai, d'un coup vous dire que en 6 ans, 7 ans, je suis un homme formidable depuis, etc., ce serait vous mentir. Est-ce que je suis plus colérique? Un peu quand même toujours et compagnie. Donc il y a quand même ça qui reste et j'entends qu'on me dit que je suis Marseillais. Alors je sais. Il y a quand même cette personnalité qui reste et on essaie un petit peu de faire au mieux en fait. Heureusement, mais qu'est-ce qui a changé en 6 ans, 7 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être pas. Alors effectivement, le fait de savoir peut-être plus écouter. Ça a changé un petit peu. Et puis, je suis dans une loge, et je salue mes frères qui sont là aujourd'hui. Je suis dans une loge où on est un petit peu rigoriste sur le rituel. Et moi, vous avez vu, hein, j'ai pas de cravate. C'est pas grave, on est dans une conférence. Je suis pas totalement rigoriste à la base. Et en fait, ce fait de se conformer un petit peu à quelque chose d'un peu plus grand que moi, qui soit pas seulement ma petite personne, entre guillemets, ça m'a aussi un peu canalisé et ça m'a appris à peut-être être un peu plus... paradoxalement, hein, à être un peu plus ouvert à d'autres choses. Alors parmi les internautes qui nous regardent sur Zoom et les personnes qui sont dans la salle également, peut-être il y a des personnes qui réfléchissent, qui se questionnent, qui se disent peut-être que ça peut m'intéresser. Si elles le sont venues aujourd'hui, c'est aussi pour avoir des informations. Qu'est-ce que chacun vous leur diriez à ces jeunes qui sont dans l'assistance? Quels conseils vous leur donneriez? Allez-y fort, allez-y. Moi, le premier doute que j'avais en rentrant en maçonnerie, que je me suis posé 1 an après, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis moins libre aujourd'hui qu'hier? Parce que la franc-maçonnerie, c'est un rituel, c'est un cadre, c'est un état d'esprit. Est-ce que je suis moins libre? Et la réponse a été clairement non. Ça ouvre, ça grandit. Donc, si vous souhaitez faire ce pas, n'hésitez pas. Enfin, ça vous emprisonnera pas.
vous pouvez la quitter du jour au lendemain. Tout chemin mène à Rome, donc tout chemin mène à soi. La franc-maçonnerie aide à faire ce chemin, et avec beauté, avec amour, avec fraternité, c'est comme ça qu'on dit, donc n'hésitez pas. Ça prend du temps pour y entrer, mais on peut sortir très facilement. Exactement. Adil. Peut-être pour compléter, c'est ça en fait, c'est qu'en fait il est plus difficile de rentrer en franc-maçonnerie que d'en sortir. Donc finalement, c'est plutôt ça la démarche. Mais c'est vrai que c'est important, si on a des doutes, de venir à ce type de conférence, parce qu'on voit que quand même, on est des jeunes finalement de la vie profane, on a chacun un taf, on travaille, on se rencontre. Donc finalement, en fait, je crois qu'il faut démystifier un peu la démarche maçonnique, parce que avant on avait tendance à dire que c'était un peu secret, un peu opaque. Et finalement, ce type d'événement montre qu'en fait, on est des humains comme les autres. Alors, il y a un côté tradition aussi qu'on a beaucoup entendu ce soir qui peut faire peur. Enfin, peur, ou en tout cas, ne pas donner envie. Oui, alors en fait, c'est une tradition, mais elle reste quand même assez universelle. C'est des symboles qui, en fait, parlent à tout le monde. Que ce soit un compas, une équerre, un fil à plomb, c'est des trucs qui sont utilisés dans la construction. Donc finalement, même s'il y a une rigueur du rituel, il faut quand même normer un minimum les choses. Parce que sinon, la pensée part dans tous les sens. Et c'est ça le but du rituel, à mon sens, c'est de pouvoir avoir un référentiel qui soit commun à tout le monde, quelles que soient les origines de ces personnes. Et je pense que c'est ça la plus grande force de la Grande Loge de France, c'est son universalité. Cédric ? De dire que c'est vraiment une démarche extraordinaire, mais qu'elle est aussi très exigeante, ce qui n'est pas incompatible, et peut-être se laisser le temps de la réflexion, et puis le temps de passer ces moments ensemble pour franchir, pour frapper à la porte du temple. Oui. Venir, participer, se renseigner. Bien sûr, bien sûr. Guillaume, le conseil. Le Marseillais, quoi. Qu'est-ce qu'on leur dirait Moi, j'ai un peu envie de leur dire, venez nous parler, en réalité, parce que les francs-maçons, effectivement, il y a un côté silencieux, un côté un peu solennel, mais ils adorent parler de franc-maçonnerie. Ils vont vous en parler pendant des heures. Donc, allez leur parler. Généralement, ils sont sympathiques. Et puis, si c'est pas le cas, de toute façon, partez en courant, c'est pas grave. Mais voilà, le conseil que j'ai, c'est venez solliciter, allez parler. Il y a personne qui refusera, en tout cas, des personnes que je connais, des francs-maçons que je connais, qui refusera de vous parler de franc-maçonnerie. Merci de ce partage. Je vous propose de passer aux questions Zoom et aux questions de la salle. On va commencer par une première question Zoom. Peut-être que William Emmanuel a besoin d'un micro. C'est bon, tu peux. Oui, alors il y a déjà des questions qui ont été auxquelles... Alors des questions, pardon, je précise, pour les jeunes initiés, mais également pour Pascal Lardelier, pour le grand maître et pour Olivier Baleine. Alors, je poserai des questions pour le grand maître plus tard, comme nos frères sont là. Tout à fait. Il y a des questions qui concernent la découverte de soi. Qu'ont-ils découvert depuis leur initiation? Il y a aussi une autre question sur l'empathie, sur le chemin. Est-ce qu'ils l'ont développé? Ils ont plus ou moins répondu à cette question. On leur demande notamment vous pouvez répéter la deuxième question? La place de l'empathie sur le chemin qu'ils ont emprunté. Est-ce qu'ils l'ont développé? Est-ce qu'ils pensent aux autres lorsqu'ils parlent? Plus ou moins qu'avant, mais je crois que la question a été déjà débattue. Et puis, il y a une question un peu plus pratique. Comment les jeunes initiés arrivent-ils à gérer vie professionnelle, vie familiale, engagement dans le monde profane et rythme détenu? Alors, comment vous faites? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que vous arrivez à tout concilier? Combien de temps ça vous prend par mois? On commence par Guillaume. Bon, faut avoir une épouse conciliante quand même, hein. Avec 3 enfants en bas âge, sinon c'est compliqué. Et mieux vaut qu'elle soit au courant. Oui, il vaut mieux qu'elle soit au courant. Ça, je vous le garantis. Après, oui, effectivement, ça prend un peu de temps. Et encore une fois, c'est un temps que, dans la vie profane, on prend jamais. Je prends jamais ce temps-là. Je suis au boulot, je change des couches, je fais le bain, je prépare à manger. Je n'ai jamais ce temps. Donc, pardon, je parle un peu fort. Donc, pour nous, pour moi, en tout cas, c'est un luxe, quoi, clairement, pour la vie profane. Après, pour l'empathie, effectivement, il y a le fait de dire, tiens, et on parlait tout à l'heure un peu du fait qu'on n'ait pas de dogme, hein, comme les religions. Et il y a un peu ce truc-là de dire, tiens, lui, il a un avis qui est différent du mien, mais tant qu'il parle, je dois me taire et je dois un petit peu écouter et dire, au final, pourquoi pas? Voilà. Donc ça, au niveau de l'empathie, et la première question m'échappe, je suis désolé. Non, mais on y avait déjà répondu. Okay. Cédric.
Oui, alors très concrètement, on se retrouve 3 fois par mois quand il y a un 5e mardi, voilà, entre 19h et minuit. Donc ça prend effectivement un certain temps. Il y a la tenue et puis on se retrouve après autour d'un repas, autour d'Agap, qui a un autre temps aussi qui fait partie intégrante de la tenue. Et puis bien entendu, en dehors, on travaille, on a pour quand on est apprenti des temps avec d'instruction. Mais c'est compliqué de cumuler tout ça ou c'est pas simple, mais voilà, c'est pas simple. Alors moi, on trouve le temps? Je pense que oui, on trouve le temps. Alors pour ce qui est moi personnellement, c'est vrai que dans mon métier, je peux avoir des tournages qui tombent, voilà, mais c'est un engagement et on essaye d'être le plus assidu possible, sauf quand on a des contraintes professionnelles ou familiales. C'est ce qui passe peut-être au-dessus de tout. Mais sinon, oui, le but est d'être le plus assidu possible. Adrien? Yes, c'est un peu la magie de la maçonnerie, c'est qu'on trouve le temps. Et qu'il y a du travail. Le travail, déjà, il est passionnant. C'est un travail qui est intéressant. C'est le contenu qui motive à trouver du temps? Le contenu motive à trouver du temps et assez naturellement, on se retrouve face à notre. Ça empiète pas sur ma vie profane. C'est à aucun moment. Voilà. Ce moment est dédié à ça. C'est protégé quelque part par quelque chose et donc. Si vous pensez ne pas avoir le temps, c'est une demi-fausse excuse. Le temps se crée. Très bien. Daniel? Je suis d'accord avec Adrien. Après, de toute façon, la franc-maçonnerie, elle comprend que parfois on a des contraintes, soit professionnelles, soit de famille. Quand les enfants sont malades, on ne peut pas venir. Donc forcément, il ne faut pas penser que quand on rentre là-dedans, il faut y être, et si on n'y est pas, on va avoir 3 coups de fouet. Pas du tout. Donc de ce côté-là, il faut être tranquille, de se dire, si à un moment on a une contrainte, on reste des humains avant d'être franc-maçon. Donc de ce côté-là, il faut surtout ne pas s'inquiéter. Une question de la salle avec Franck Zubiela, le rédacteur en chef de Point de vue initiatique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, très bien. Super, merci. Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier pour avoir organisé la conférence. On vient d'assez loin, nous on vient de Rouen pour venir à la conférence. Et avant de commencer, donc je me présente, je m'appelle Jean-Charles, moi je suis profane, mais j'ai un rapport particulier à la maçonnerie puisque je réalise un travail de master sur la sigillographie maçonnique au XVIIIe et XIXe siècle. Et j'en profite au passage pour remercier le grand maître de m'avoir accueilli à la Grande Loge de France et d'avoir fait de la culture la pierre angulaire de son mandat et de m'avoir permis d'avoir accès à toutes les archives de la maçonnerie. Au cours de mes 2 années de master, beaucoup de maçons m'ont approché pour pouvoir rentrer. J'ai souvent refusé de rentrer en maçonnerie, d'être initié, parce que je voulais garder mon côté historien, mon côté sérieux d'historien et ne plus avoir le côté maçon et historien. Et je vous avouerai que de plus en plus, j'hésite à rentrer en maçonnerie. L'un de mes professeurs à la fac m'a avoué il n'y a pas très longtemps qu'il était maçon. Et on en discute souvent. Et j'ai peur, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire que je passe le pas de l'initiation? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas, comment dirais-je, un côté... je perds mes mots, pardon. Je vais y arriver. Comment dirais-je? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt, vous voyez le côté, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté, vous avez peur de perdre quelque chose, de rentrer en maçonnerie, mais parce que je travaille dessus et pas d'un point de vue purement initiatique et d'une volonté. C'est clair. Je vous remercie. On a bien compris votre question. Est-ce que un des initiés veut y répondre et puis on donnera la parole au grand maître également peut-être pour y répondre. C'est un peu ce que je cherchais à dire sur la liberté, c'est que la manière d'approcher n'importe quel sujet, tu vas pouvoir le faire avec beaucoup de recul et tu vas garder ce recul-là. Et si par moment tu dis est-ce que je suis influencé, est-ce que tu vas te poser quand même la question. Et je trouve que tu gardes ton indépendance intellectuelle et c'était ce sentiment-là de est-ce que je suis plus libre qu'avant, est-ce que la franc-maçonnerie vient me prendre mon cerveau et mon... Pas du tout. Et tu pourras la regarder peut-être même du même œil et un peu différemment. La réponse du grand maître Thierry Zaveroni. Oui, alors en préambule, je voudrais
indiquer à cette honorable assistance qu'on n'a rien à vous vendre. Rien. Et deuxièmement, nous ne sommes pas une thérapie non plus. Rien à vous vendre et nous ne sommes pas une thérapie. Le fait qu'aujourd'hui, vous fassiez un master sur la maçonnerie, en tout cas sur une partie particulière de la maçonnerie, n'obère en rien, bien entendu, la possibilité de faire une démarche. D'abord parce que la démarche, elle est de l'ordre de l'intime. Vous l'avez saisi, et d'ailleurs, je profite pour exprimer ma profonde gratitude ce soir aux 4 jeunes initiés. Je peux vous assurer qu'ils n'ont rien préparé et que ces questions-là, elles viennent comme cela et ils répondent sans pression. Un grand merci parce que, 1, ils se dévoilent, et 2, ils parlent vraiment avec leur cœur. La démarche initiatique est une démarche très intimiste. Elle vous appartient. Bien entendu, ça a été souligné, et je voudrais remettre l'ouvrage sur le métier. Il ne faut pas confondre, entre guillemets, les priorités. Et les priorités, ce sont les siens. C'est son travail parce que ça permet de se nourrir et de nourrir les siens. Et ensuite, il y a autre chose. Et pour certains d'entre nous, ce autre chose, c'est une démarche initiatique dans laquelle on s'inscrit. Alors, on l'a expliqué, à raison de 2 fois par mois, nous sommes invités à travailler dans nos loges symboliques. Mais les fois où nous ne sommes pas disponibles, on s'excuse de cette absence et puis on aura grand bonheur à se retrouver le mois suivant. Il n'y a pas, bien sûr, on essaie d'être assidu parce que c'est au travers de cette assiduité que on comprend mieux, on s'imprègne mieux du message ou des messages que l'on souhaite vous proposer au travers donc de ce rite, de ces rituels. Mais pour finir, je serai enclin à vous dire que vous, toutes et vous tous, qui n'êtes pas dans une démarche initiatique, vous avez vécu ce soir, ou vous vivez ce soir, globalement, une tenue maçonnique. En fait, vous avez été attentif aux différents intervenants, et puis ensuite, on vous donne la parole pour vous exprimer sur le sujet. C'est presque comme ceci, si ce n'est que le lieu n'a pas été sacralisé par le rituel, que nous ne portons pas nos décors, mais vous avez pu observer que, d'abord, j'ai pu observer, mais nous avons pu observer à Lorient la qualité du silence qui a été le vôtre, et ensuite, de manière ordonnée, vous demandez la parole pour vous exprimer. C'est un petit peu ça aussi, cette forme de méthodologie en tenue. On s'exprime en demandant la parole. On s'adresse à un président. Ce soir, c'est Eric qui joue Monsieur Loyal, mais en tout cas, ça pourrait être le président qui distribue la parole. Et ensuite, il y a cet échange. Et pour finir, on ne s'adresse jamais aux conférenciers dans nos tenues. On s'adresse au président. Il n'y a pas d'échange direct avec le frère qui a proposé sa conférence, mais c'est bien au président et c'est bien lui qui distribue la parole et qui est une forme de modérateur. Alors, la réponse est plutôt positive. Il n'y a pas d'incompatibilité entre un travail que vous exercez aujourd'hui dans le cadre de vos recherches et une démarche initiatique. Je serais presque enclin à vous dire que vous avez peut-être l'avantage déjà de démystifier ce qu'est un temple, mais le temple, je dirais, matériel, et puis peut-être d'avoir connaissance de quelques outils symboliques qui sont proposés donc à la sagacité du chercheur. Merci. Une question Zoom, grand maître, si vous pouvez rester au pupitre, parce qu'il me semble qu'il y en a une pour vous. Oui, il y a quelques questions effectivement concernant la démarche initiatique. Donc, quelles sont les conditions préalables pour entrer en maçonnerie? Alors, il faut parler plus proche du micro. Quelles sont les conditions préalables pour entrer en maçonnerie? Il y a aussi la question de savoir s'il faut un certain niveau de connaissance pour pouvoir avancer, pour s'éveiller. Et l'autre question, c'est comment la Grande Loge de France peut-elle m'accompagner dans ma recherche dans un monde qui semble de plus en plus source d'anxiété? Très bien. Alors, comme c'est quand même une soirée qui est dédiée aux jeunes initiés, on va quand même les laisser répondre peut-être sur la dernière question. La deuxième. Est-ce qu'il y a des préalables pour entrer? Oui, voilà. Alors, ce qui est important de saisir, c'est
que nous avons une chance de pouvoir se construire au travers de la diversité. Quand il n'y a pas de diversité, c'est compliqué. La diversité de culture, d'origine, professionnelle. Et dans nos temples, nous essayons d'être attentifs à cette diversité. Alors bien sûr, dans nos temples, vous avez ceux qui ont la faconde facile, qui vont s'exprimer très facilement sur des sujets, et d'autres qui ont du mal peut-être à s'exprimer sur d'autres sujets, parce que tout simplement, ils ont le sentiment que parce qu'ils sont peut-être dans un métier manuel, c'est plus compliqué de pouvoir s'exprimer de manière plus construite. Bien souvent, nous avons parmi nous des frères qui sont dans des métiers dits manuels, et leur expression au quotidien, c'est la prolongation de leur main, c'est-à-dire l'outil qu'ils utilisent au quotidien. Ils font régulièrement ce qu'on appelle des shellers au quotidien. Ce sont des hommes de l'art. Ces hommes de l'art, eh bien, au quotidien, ils font quelque chose dans le monde extérieur. Et quand ils viennent en tenue, ben, ils expriment aussi au travers de leurs mots les messages qu'ils souhaitent donc véhiculer sur la thématique. Alors bien souvent, ils nous apportent un plus, car c'est beaucoup moins littéraire, c'est beaucoup moins universitaire, mais c'est aussi issu du fruit de leur parcours de vie. C'est issu de ce qu'ils expriment, non pas au travers des mots, mais au travers, je dirais, du coup de peinture, s'ils sont peintres, peut-être celui qui est dans la plomberie de ce qu'il va faire au travers d'une soudure, celui qui va tracer des plans parce qu'il est dans une création de plans. Ça peut être également celui qui va imaginer certaines choses et qui aura une manière différente d'apporter un éclairage sur un sujet. Et voyez-vous, l'ensemble de ces prises de parole vont nourrir l'assistance. Et donc, il n'y a pas, en résumé, de petites et de grandes prises de parole. C'est un ensemble de frères qui se seront exprimés et qui auront apporté un complément d'âme à la thématique abordée. Soit complément d'âme, je dirais, aux conférenciers, ou tout simplement à l'ensemble d'auditoire qui était présent ce soir-là sur les différentes thématiques. Et donc, effectivement, cette richesse, elle nous construit, elle est importante, et il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir uniquement de loges qui sont issues du domaine intellectuel, du domaine juridique, du domaine scientifique, mais bien au contraire, d'avoir ce brassage dans nos loges est un brassage important et il nous fait grandir et les uns et les autres. Merci, grand maître Thierry Zaveroni. Rebondir sur la troisième question. Alors, vous y avez déjà moitié répondu, Guillaume, puisque vous avez le micro. Ouais, en plus, c'est hyper facile de passer après le grand maître. Mais c'est pas pour la même question. Non, mais j'ai été souvent confronté à ça où on me dit, bah tiens, oui, il faut avoir disons, un corpus de connaissances incroyable, etc. Non. Soyez curieux, juste, ça suffit en fait. Après, on aura le temps d'apprendre, etc. Donc, honnêtement, venez comme vous êtes, j'allais dire, faut faire gaffe aussi au truc, mais c'est vraiment ça. On n'est pas que, entre guillemets, des intellectuels sans que ce soit, péjoratif ou quoi que ce soit. Et on a des bouchers, hein. Le boucher, il crée une pièce noble à partir d'un cadavre quand même. Donc voilà, on est sur ça. Il y a toutes les catégories sociales. C'est ça. Donc voilà, vraiment ça, démystifier le fait de dire bah non, faut pas une thèse. Il n'y a pas un savoir particulier pour entrer. Absolument pas. Le sentiment de Cédric. Le goût d'apprendre, peut-être tout simplement. Enfin, c'est ça, c'est cette appétence à vouloir progresser, apprendre et grâce à nos frères, grâce à notre travail, tout simplement. Adrien, c'est quelque chose à rajouter? On peut rajouter le « je sais que je ne sais rien » de Platon, qui nous fait, voilà, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit pour être ensemble, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit pour s'aimer, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit pour vivre et pour être. Et pour être franc-maçon non plus. Daniel.
un peu d'accord avec ce qui a été dit. Après, dans mon cas particulier, j'appartiens à une branche des Ismaéliens, qui est une branche du chiisme des musulmans. Et c'est vrai qu'en effet, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'autres nouvelles choses à la Grande Loge de France, notamment parce que il y a quand même la Bible, qui est quand même un des trois lumières de la franc-maçonnerie. Et ça m'a donné aussi un éclairage, parce que je l'ai étudié aussi quand j'étais à l'école, j'ai fait mon enseignement dans l'école catholique. Et j'ai eu plein de nouveaux apprentissages et plein de nouvelles versions de voir les choses, des nouveaux prismes. Et c'est ultra formateur et ça permet justement de faire des liens et des ponts entre les différentes religions. J'ai vu que par exemple dans le symbolisme ismaélien, il y en avait aussi qui faisaient référence au symbolisme maçonnique et qui se retrouvent aussi par exemple dans le christianisme et dans le catholicisme. Et ça c'est génialissime parce que finalement on part d'un monde qui est fractionné et la franc-maçonnerie est là pour en fait tout englober à travers justement ce langage universel qui est le langage par les symboles et qu'en fait tout n'est qu'un. Et ça c'est génial. Et on peut rentrer quelle que soit sa religion. Exactement. Une question de la salle, Franck. Bonsoir. Bonsoir. Ma question va concerner le silence. J'entends que dans la franc-maçonnerie, le silence est quelque chose de sacré et qu'il permet non seulement d'apprendre à écouter, mais de commencer ce travail sur soi-même. Ma question pour les initiés est comment, alors qu'on entre en franc-maçonnerie pour certains, par frustration, par ce manque, accepte-t-on de se priver de la parole et donc de créer une frustration encore plus grande, de ne pouvoir échanger? Alors, vous avez déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, mais plus sur l'aspect peut-être frustration que silence. C'est pas forcément une frustration, parce que en fait, d'abord, quand on rentre là-dedans, c'est vrai que les premières planches qu'on entend, on comprend pas tout. Parce que forcément, il y a un symbolisme qu'on n'a pas encore eu le temps d'apprendre, on n'a pas encore eu nos tenues d'instruction d'apprenti pour justement comprendre quels sont ces symboles. Donc finalement, même si on avait la parole, je pense qu'on n'avait pas grand-chose à dire tout de suite. Après, bien sûr, au bout de quelques mois, on aurait peut-être envie de prendre la parole, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ça permet justement de faire maturer nos questions à l'intérieur. Et après, le grade d'après, au grade de compagnon, là, on peut commencer à parler. Donc en fait, c'est juste une petite parenthèse dans la vie. En plus, la temporalité est très différente en franc-maçonnerie que dans le temps profane. Et en fait, elle n'a jamais, en tout cas personnellement, été vécue comme une contrainte. On a tout le temps de parler dans la vie profane. Et finalement, le seul endroit où on a du silence, c'est parfois en musique, dans certaines partitions, ou en franc-maçonnerie. C'est les deux seuls endroits où je l'ai vu. Qui est une note à part entière en plus. Exactement. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on est en silence en tenue, mais après on échange quand même. On ne sait pas bonjour et pendant un an comme ça. Non, on rencontre quand on rentre et quand on ressort, mais on est amené à dîner ensemble, à passer des moments. Si on a des doutes, si on a des craintes, on est amené à pouvoir en parler en tout cas. Je ne l'ai pas vécu du tout comme une frustration, donc c'est un petit peu peut-être difficile de répondre à cette question, mais en tout cas peut-être dire que le cadre ne nous empêche pas d'être libres, bien au contraire, et nous sommes dans une société peut-être de droit et aussi de devoir, et donc non, je dirais tout simplement que c'est pas frustrant, mais bien au contraire libérateur. Ouais, t'as vu, moi j'aime bien parler. donc voilà, donc y a pas là-dessus, il y a pas de souci parce qu'on parle beaucoup, on travaille beaucoup. Hein. Dans les loges sérieuses, en tout cas, on fait beaucoup travailler les apprentis et les compagnons. Et la petite anecdote, c'est que quand tu deviens compagnon, tu peux parler, tu as le droit d'intervenir, et en fait, on te force parce que t'as plus du tout envie d'intervenir à ce moment-là. Donc souvent, on te pousse un peu à dire « Vas-y, prends la parole, qu'est-ce que tu fais? T'as pas une réaction ?» Bah non, j'en ai pas en fait. Tu vois, donc voilà, c'est un petit peu à contre-pied après derrière. Très bien. Une autre question de la salle? La dernière, Franck? Non? Alors une dernière question. Les colonnes sont muettes. La dernière question Zoom. Oui, il y a une question pour nos jeunes initiés. Un intervenant propose cette phrase: enseigner, ce n'est pas remplir un creuset, c'est allumer un feu. Est-ce que vous avez ressenti cela en entrant en franc-maçonnerie? Alors, est-ce que tu peux reposer la question parce que on n'a pas très bien entendu. Oui, là c'est bon. Oui, que pensent nos jeunes initiés de cette phrase: enseigner, ce n'est pas remplir un creuset, c'est allumer un feu? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en entrant en franc-maçonnerie?
Bon, du coup, je garde le micro. Ouais, totalement, en fait. Et de toute façon, dans les premiers moments, si ça avait été juste remplir un creuset, je serais parti. Instantanément, je serais parti. Si on m'avait dit la messe en latin, c'est une expression, hein, j'ai rien contre la messe et j'ai rien contre le latin. Mais si on m'avait dit la messe en latin, je serais parti instantanément. Donc on n'est pas là pour remplir les têtes. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Toi, réfléchis. T'as le temps, t'es à l'abri, réfléchis. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Allumer son propre feu, j'ai plutôt envie de rajouter ça, juste ça. Ouais, entièrement d'accord. On nous apprend rien si ce n'est à apprendre par nous-mêmes et à nous donner l'envie d'apprendre. Oui, pour rebondir aussi, c'est avant tout apprendre à se connaître soi-même. Donc on n'est pas là pour, on n'est pas dans une école en fait. On n'est pas là pour apprendre des tests de philosophie et se remplir la tête. On est là pour finalement apprendre à se connaître, pour ensuite être un peu mieux dans le monde profane. C'est juste ça. C'est pas le but, c'est pas d'apprendre le truc par cœur, quoi. Merci de ce partage, merci de votre franc-parler aussi, c'est pas simple. Je vous propose de retrouver vos places de l'autre côté de l'orchestre, et effectivement on peut les applaudir pour leur franchise. Voilà, et on retrouve Adrien et son band, le Fraternity Jazz Band, cette fois-ci qui va nous interpréter Get Lucky des Daft Punk. Alors pourquoi ce choix, Adrien? Yes, merci Eric. Alors pour clore cet interlude musical, nous avons choisi une œuvre qui résonne avec une des quêtes du jeune initié, c'est celle de la recherche de l'universel. Numéro 1 dans de nombreux pays lors de sa sortie en 2013, elle a continué d'accompagner nombre d'entre nous jusqu'à aujourd'hui et a touché des humains de tout horizon à travers le monde. Messieurs, dames, Get Lucky des Daft Punk. Que la joie sonne dans les cœurs.
Merci, merci. On vous retrouvera dans quelques instants, on aura encore de la chance. Je vous propose maintenant d'accueillir Olivier Baleine pour la conclusion de cette soirée. Ce qui est assez frappant, c'est que cette soirée s'est déroulée comme une tenue en loge. On avait un peu préparé cette soirée, mais vous voyez cette étonnante spontanéité des jeunes initiés. Comment dire? Ils sont en eux-mêmes et ils sont vrais, tout simplement. Et ils sont libres dans l'initiation. Nous sortons de la tenue, nous allons nous quitter après ce moment particulier. Et comment ça va se passer? On va rouvrir Twitter, pas faire de publicité, on va réouvrir BFM, vous voyez ce que je veux dire? Juste à la sortie, et vous allez dire, mais j'ai passé 2 heures ici, est-ce que j'ai rêvé? Mais non, on n'a pas rêvé. Nous avons eu cette tenue, ce moment d'enrichissement, et pour moi, en les écoutant, cette leçon de vie, cette leçon d'optimisme, et aussi ce qu'ils ont en commun, bien qu'ils soient totalement différents, vous l'avez compris, ils ont en commun cet engagement et cette détermination. Alors tout à l'heure, demain matin, en ouvrant la radio, on dira « La France va mal, le monde va mal, et vous savez quoi? Demain, ça sera bien pire. » En sortant, après les avoir écoutés, ce ne sera pas mon sentiment. Comme on dit dans une partie du rituel en loge, j'ai reçu ce soir mon salaire, ils m'ont donné ce salaire. Et il est riche. Et puis je voudrais terminer par, alors d'abord leur dire que moi-même j'ai été vraiment formidablement surpris de leurs mots, et que là ils ont beaucoup parlé ce soir, mais je les embauche pour écrire dans Point de vue initiatique, bien entendu. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Hein. Bon. Et puis je voudrais terminer sur ce mot d'un homme, je crois être un homme du Sud, et un homme terriblement français, peut-être un homme de Marseille même. Vous avez entendu les Marseillais, hein? Il y en avait 2 ce soir. Quand on est jeune, c'est pour la vie. Et cet homme-là, c'était Clémenceau. Merci à toutes, merci à tous de votre attention et du moment de partage ce soir.